Alors, très bien. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup de votre présence. C'est bien évident que nous avons des collègues qui vont nous rejoindre. Et puis, parmi les associations que nous avons invitées, d'élus que nous avons invités à cette table ronde, l'AMF est en cours de chemin, donc ils vont arriver. Mais ce serait bien, étant donné que nous sommes un certain nombre à être à peu près à l'heure, que nous puissions commencer à peu près à l'heure aussi. Donc je voudrais simplement vous rappeler aux uns et aux autres que nous avons constitué cette mission le 22 janvier, que sur une initiative d'un de nos mouvements politiques qui est le Parti socialiste. Donc cette mission a été constituée. Nicole Bonnefoy, qui appartient à ce groupe, a été nommée rapporteur par son groupe, et moi-même j'ai été donc nommé président de cette mission d'information sur les indemnisations des catastrophes naturelles. Nous avons fait beaucoup d'auditions. Nous sommes en fin d'audition. Là, je crois que c'est l'une des dernières d'ailleurs. Et nous avons effectivement bien perçu, je crois, au jour d'aujourd'hui, les difficultés inhérentes à l'organisation actuelle des indemnisations dues aux catastrophes naturelles. Et Nicole Bonnefoy aura évidemment à rédiger un rapport qui nous sera restitué à la fin du mois de juin, avec évidemment un certain nombre de suggestions et de propositions que nous aurons vraisemblablement à reprendre d'une manière ou d'une autre dans des véhicules législatifs, que ce soit des projets de loi émanant du gouvernement ou que ce soit des propositions de loi émanant des parlementaires, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc on verra ce qu'il y a lieu de faire en matière en matière législative en fonction des propositions que notre rapporteur nous fera dans le cadre de son rapport. Donc nous avons cet après-midi, pendant 1h30 environ, une table ronde qui rassemble les principales associations d'élus locaux concernés par ce sujet. Donc d'abord Lionel Quillet, qui est vice-président du département de la Charente-Maritime et membre de l'Assemblée des départements de France, que nous avons accueilli d'ailleurs il n'y a pas longtemps ici, dans cette même salle, dans le cadre de notre commission de développement durable et aménagement du territoire. Nous recevons Daniel Binquet, c'est pareil, la même chose. Il était présent lors de cette table ronde, qui est maire de Marmande et président du Val-de-Garonne Agglomération, membre du conseil d'administration de l'Assemblée des communautés de France. Et puis, je ne le présente maintenant, je ne le représenterai pas plus tard. On attend Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux, qui est, je crois, connu d'un certain nombre d'entre vous aussi, qui est secrétaire général de l'Association des maires de France, donc qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, ce que je vous propose, bien entendu, messieurs, puisqu'il n'y aura que des messieurs autour de cette table à intervenir pour les associations d'élus locaux, de peut-être nous, sur le sujet bien sûr thématique qui nous concerne, faire un point tel que vous ressentez les choses sur les problèmes d'indemnisation, les difficultés qui peuvent vous être apparues, peut-être par rapport au questionnaire qu'on a pu vous envoyer, ou en dehors du questionnaire d'ailleurs, parce que je pense que c'est très ouvert. Donc ce que on souhaiterait, c'est que vous ayez peut-être une dizaine de minutes, si c'est 12, on ne vous en voudra pas, pour intervenir en préambule. Et puis ensuite, après, Nicole Bonnefoy, qui est notre rapporteur, aura sûrement des questions complémentaires à vous poser, et chacun et chacune de nos collègues sénateurs qui sont présents ou qui nous rejoindront. Voilà ce que je vous propose. Donc j'ai proposé d'ailleurs la parole immédiatement à Lionel Quillet, qui est donc vice-président du département des Charentes-Maritimes et membre de l'Assemblée des départements de France. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis en deuxième semaine au Sénat, puisqu'on a fait les éoliennes il n'y a pas longtemps. Comme l'ambiance était très sympathique, je me suis dit qu'il fallait revenir et aborder aujourd'hui l'indemnisation et catastrophes naturelles. Alors, je crois qu'il y a deux questions, l'indemnisation et la prévention. Bon. Sur la partie indemnisation, je pense que là-dessus, j'ai lu récemment vos interventions, puisque vous êtes venu en Charente, je vous ai vu dans Charente Libre, on partage à peu près le même principe, c'est-à-dire que en matière de catastrophes naturelles et d'indemnisation, je pense que les maires en parleront, enfin l'association des maires et à l'arrière les côtés de communes et EPCI en parleront mieux que nous, mais nous, vu des départements, toujours la même histoire, la procédure est un peu complexe.
toujours un petit peu ce phénomène que les critères utilisés sont complexes, que la restitution de ces critères sont complexes, puisque les élus n'y figurent pas ou pratiquement pas dans les commissions ministérielles et autres principes, et que la demande souvent des représentants des départements est de dire est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus associé pour faire ressortir la réalité du terrain, alors et de participer beaucoup plus souvent, être par exemple aussi dans tout ce qui est Conseil supérieur de météorologie, enfin voilà, être un plus associé, l'élu plus associé dans le sens des départements, sachant que chez nous, départements, on a quand même finalement 3-4 types différents. Bien entendu, les départements ultramarins, là on est sur une spécificité telle que les procédures sont autres, hein. On parlera peut-être de la Réunion, de la Guadeloupe et d'autres. Ensuite, ce qu'on appelle chez nous les montagnards, qui eux ont une vision bien sûr avec des risques tout à fait différents que les autres. Les littoraux, qui eux sont dans les submersions et non pas l'inondation, et puis tout le reste qui est un peu dans tout, inondation, sécheresse, séisme, et voilà. Donc on a quand même 4 groupes. Bon, chacun d'eux dit que dans l'indemnisation, il voit souvent revenir des dossiers, des communes revenir, qui viennent avec des projets de particuliers, que les particuliers attendent toujours, soit la sécheresse en particulier, pourquoi, quand s'est déclenché la sécheresse, pourquoi ma maison n'a pas été reconnue, pourquoi celle de mon voisin a été reconnue, etc. Donc tout ça remonte dans un entonnoir qui fait qu'après, quels sont les critères établis, pourquoi. Des fois, on voit que les critères sont difficiles à établir et que la procédure doit être longue, et finalement, on s'aperçoit que les réponses ont été données finalement et que l'étude du dossier a été extrêmement rapide. Voilà, donc là-dessus, il y a une volonté pour les élus du département de dire qu'il faudrait élargir les compositions de ces commissions un peu plus aux élus sur ces problèmes. Ensuite, sur les procédures de catastrophes naturelles, sur le CatNat, il y a là aussi des modules qui sont faits. Donc le nouveau système de déploiement du module dit CatNat avec les demandes en ligne est une belle chose qui mérite à mon avis l'intention et son développement. Elle produit là-dessus des possibilités. Alors ça reste une procédure dématérialisée, donc très intéressante, mais là comme toujours aussi avoir les complexités et aussi le rapport des uns et des autres. La procédure très centralisée dans les services ministériels pose souvent, encore une fois, des problèmes aux élus. On revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que d'un terrain et des fois d'un départ de terrain très défini, il faut une procédure qui remonte au plus haut service de l'État, il faut qu'elle redescende, il faut réintervenir, comment intervenir, et ensuite les réponses des fois données sur le terrain par les élus n'est pas toujours évidente sur l'ensemble. Donc certains élus proposent de décentraliser beaucoup plus auprès des préfets. Et d'avoir une procédure beaucoup plus départementale. Alors, bien sûr, je vais mettre le département à toutes les sauces, mais en particulier sur la prévention. Ensuite, sur l'échelon et les échelons de réponse, nous avons là beaucoup de choses qui se mélangent sur la position des communes qui sont toujours dans le premier impact, puisque très clairement c'est le maire qui va se retrouver à 3h du matin dans une difficulté, qui va appeler bien sûr le SDIS, qui lui-même, et ensuite les services de l'État. Rapportons aussi qu'on a une réponse au niveau des services sécurité, État, qui est toujours qualitatif. Moi je peux parler au niveau de Cynthia, on est sur une réponse qui est très adaptée. Après, elle est confrontée à des réalités qu'elle n'a pas prévues, mais on a une très bonne réponse. Par contre, le département rappelle toujours qu'il est le premier mobilisateur des ressources humaines et financières, et que dans le niveau d'urgence, on l'a vu nous sur Cynthia en particulier, une fois passés les premiers secours et une fois passés les problèmes évidents de submersion et les problèmes bien sûr d'aide à la personne, très rapidement il faut mobiliser de l'argent, très rapidement il faut mobiliser tous les services du département, tous les services sociaux, l'hébergement, tout ce qui va avec. Donc dans les phénomènes d'inondation et de submersion, le département rappelle que aujourd'hui, il est le premier gestionnaire de l'urgence une fois passés les premiers secours et qu'il a là les moyens de le faire. Et rappelons aussi que la loi NOTRe avait en fait voulu envisager l'inverse, puisque la perte de compétences sur le problème d'urgence et les dispositifs d'urgence a été un petit peu d'écarter les départements voire les régions, ce qui est une erreur fondamentale. Le maire est la première réponse, mais il doit se retourner vers un service qu'il connaît parfaitement. À ces titres-là, on a des réponses qui sont et de service, un département constitué à tous les services de première nécessité à la personne, aussi bien les services techniques. Ce sera la direction des infrastructures qui viendra avec très rapidement ses engins, son matériel. Alors ce qui n'empêche pas que l'on l'a vu dans les procédures d'inondation où ça a été mobilisé. Mais très rapidement, le département a des réponses court, moyen et long terme. Bon. Et à ce titre-là, revoir un petit peu sur la loi NOTRe,
Puisque, par exemple, je prends sur Cynthia, c'est notre exemple à nous, nous littoraux, la constitution d'une cellule d'urgence sur le logement des sinistrés avait été constituée par le département, les premières aides financières. On avait une réponse région, je me rappelle très bien Cynthia, on a vu arriver, c'était un moment intéressant, mais c'était où la région était intervenue en amont tout simplement de l'espèce. Je me rappelle de ce moment-là qui était assez extraordinaire, mais voilà, pourquoi pas. Je veux dire qu'il y a des discussions qui sont intéressantes, mais rappelez que cette réponse va être importante et que les départements ont tous maintenant prévu, je dirais, des véritables plans de réponse en collaboration avec l'État, et que ce soit le collège en feu ou que ce soit l'arrivée d'une marée noire, c'est aussi la réponse en matière d'inondation, de submersion, en matière sismique. Tous ces plans-là sont étudiés et que le département a cette possibilité. Ensuite, les opérations sont sur les interventions font qu'aujourd'hui, selon un recensement, l'ADF a exprimé sa solidarité, par exemple, sur beaucoup d'interventions, interventions financières. Rappelons par exemple que sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la moitié des départements ont mis près de 2 millions d'euros, par exemple, dans les aides et ainsi de suite. Donc il y a aussi des moyens financiers qu'il ne faut pas négliger au niveau des départements qui sait se mobiliser et qui ont encore des moyens. Voilà à peu près sur le problème de l'ensemble. Pour nous, le cas le plus difficile, c'est celui de la sécheresse. Sur le volet indemnisation. Là, on sait très bien que quand on discute... Bonjour, monsieur le maire. Quand on parle d'indemnisation, en matière de sécheresse, le critère d'une maison qui commence à fendiller... Je pense que là, vous avez du travail. Bon, enfin, ça, je pense que vous l'avez fait là-dessus et qu'il n'y a pas de problème. Là, je voulais intervenir un peu plus importantement, c'est sur les problèmes de prévention. Autant le modèle d'indemnisation est à compléter, il est à faire évoluer, autant on peut trouver des solutions. Sur la prévention, nous considérons, nous, département, qu'il y a un véritable retard de la prévention. Nous ne savons pas, et nous n'avons jamais su, à un niveau national, répondre à une prévention, et je dirais préparer. On est peut-être très fort, effectivement, dans la réponse, vu nos services, nos qualités de service, nos services pompiers, nos services militaires, nos services civils, etc. Mais la prévention est totalement insuffisante. Le principe est toujours le même. Il est centralisateur. Il est celui de définir un plan digue, un plan séisme, un plan général, de l'abattre sur des collectivités. Sur, par exemple, la submersion, c'est les fameux PPRL, qui ont un rôle extrêmement intéressant. Ils définissent des zones à risque. Oui, mais après, si on définit des zones à risque, il faut qu'en matière d'urbanisme, cela se traduise, et non pas simplement par une interdiction. En France, on a un véritable problème. Ça, c'est une vue, je dirais, partagée par Dominique Bussereau, c'est qu'on est toujours dans la gestion de crise, on est rarement dans la gestion du risque avant. On ne vit pas avec le risque, on vit contre le risque. En matière de submersion et d'inondation, il faudra bien mettre un jour que ceux qui sont là ne sont pas entièrement responsables et n'ont pas la responsabilité de dire mais pourquoi ils habitaient dans une vallée qui va inonder ou dans un littoral qui est submergé, puisqu'on sait que les enjeux climatiques sont tels que, je rappelle le sondage, 71% des Français sont dans une zone à risque, qu'elle soit celle d'un réseau d'avalanche, d'un réseau d'inondation, d'un réseau de submersion, d'un réseau sismique. Donc pratiquement tout le monde vit dans une zone à risque, y compris quand il prend sa voiture le matin. Donc la prévention, elle est insuffisante, elle est sur des grands plans de principe qui sont essentiels, qui ont été faits au niveau de l'Europe, qui ont été faits au niveau de la France, les fameux PPRI, les fameux PPRL, les plans communs de sauvegarde, mais par contre, la prévention face au risque n'a pas été préparée. Je prends un exemple, pendant qu'on fait sur du littoral des plans de communes de sauvegarde extrêmement draconiens, difficiles à mettre en place pour les élus locaux, faute de moyens, et sur lequel, pour l'instant, je crois que moins de 50% des PCS sont en place, ce qui, 10 ans après Cynthia, est quand même un vrai problème en matière littorale. Donc il faut se poser la question. Mais quand on voit tout ça, et quand on voit ces systèmes de PPRL qui sont déjà établis, l'État, par exemple, a mis en place les plans de prévention de risques littoraux extrêmement pointus, on n'a toujours pas réformé notre urbanisme. On ne sait toujours pas faire des maisons sur pilotis. Et on a des difficultés là-dessus qui ne sont pas imposées. On attend toujours le grand plan national de nouvel urbanisme en matière littorale avec maisons sur pilotis, pendant que les Hollandais sont en train de faire des maisons qui flottent. Je prends un exemple. Ou qui vivent dans les digues. Bon, ça, c'est un dossier que moi je connais bien. Alors après, sur les autres problèmes, la sécheresse, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, sur l'inondation aussi, mais on ne déclenche pas la prévention vis-à-vis au risque. Et on est toujours à la recherche d'une indemnisation. Le fonds Barnier, et j'arrive sur le fonds Barnier, est une vraie problématique. D'abord, il est insuffisant vu les risques qui vont se positionner. Évident que s'il n'augmente pas, il ne répondra pas aux besoins. Mais le fonds Barnier, il est effectivement pour, à la rigueur, et ça c'est très bien, faire des systèmes de digues et des systèmes d'établissement, qui est une très bonne chose, mais la digue ne répond pas à tous les besoins. Et nous le savons, nous, en Charente-Maritime, puisque c'est 230 km de digues à reprendre, c'est 50% de notre littoral.
Mais il n'intervient pas sur les problèmes de repli stratégique et d'érosion. Vous ne pouvez pas financer l'érosion. Vous ne pouvez pas. Voilà. Si quelqu'un est derrière une dune, vous n'avez pas de financement pour le faire et vous n'avez pas de réponse. Là où beaucoup de pays européens et des pays au niveau international ont déjà des réponses. Parce que le système en France est quand ça casse, on est là, quand ça s'érode, on n'y est pas. Bon, je ne suis pas sûr qu'on en fera une phrase, mais enfin, en attendant, on a un vrai problème qui fait que ça pose des difficultés. Donc on est dans un repli stratégique, mais on ne sait pas replier stratégiquement. Un repli stratégique, il faut une loi, c'est-à-dire qu'il faut imposer que des zones soient réservées à des personnes. Prenez l'exemple de Lacanau, qui est une commune extraordinaire, qui essaye de faire un repli stratégique sans arrêt et qui, au fur et à mesure du financement du repli stratégique, s'aperçoit qu'il va falloir plutôt qu'elle défende et qu'elle est dans des difficultés sans nom. Elle n'a pas la loi pour le faire. Si elle s'en va, elle s'en va sur quel terrain? Si c'est terrain, il faut expulser des gens, il faut prendre des terrains agricoles. Bon, et quel sont le niveau d'indemnisation des personnes? La réponse sur le signal a été une réponse, je crois, très débattue, mais qui est une réponse au cas posé. Ça ne fait toujours pas une jurisprudence. Et on est 10 ans après Cynthia. Comment déménager des personnes? Si vous ne les déménagez pas, il faut les protéger. Si vous les protégez, il faut mettre des financements. Si vous mettez des financements, il faut commencer à mettre des millions et des millions et des millions. On est quand même un petit peu comme dans l'environnement durable. La meilleure des non-consommations, c'est effectivement de ne pas établir et de ne pas consommer. Or là, on consomme sans arrêt. Les personnes sont là. Donc sur le phénomène de prévention, là, il y a un volet complet à revoir entre le fonds Barnier, entre la prévention. On a plutôt l'impression, et ça les départements le sentent très bien, qu'on est plutôt dans la recherche de responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone submersible, une zone inondable. On sait maintenant que l'état de la situation du risque a été établi par le PPRL. Le plan de commune de sauvegarde a été établi. On a l'état et la situation de la défense qui est à niveau ou qui n'est pas à niveau. Elle est plutôt pas à niveau puisque je rappelle qu'il faut entre 40 et 50 milliards rien que pour refaire toutes les digues fluviales et maritimes de France. Si vous n'êtes pas à niveau, donc la responsabilité est établie. S'il arrive quelque chose, on sait qui est le responsable. Bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. À partir de là, le vrai projet, c'est un projet de loi qui définit complètement la prévention et qui aille beaucoup plus loin. Soit on vit avec le risque et à ce moment-là, on change l'urbanisme, ou soit on dit aux gens de partir. Mais l'entre-deux, c'est, je dirais, conduire aujourd'hui avec une voiture sans pare-choc. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Voilà, je vais arrêter là parce que je peux vous en faire pendant 10 ans de Cynthia. J'ai des grands souvenirs. Mais après tout ça, vous dire que la position du département est de dire qu'il doit rester au cœur du sujet, parce que quelles que soient les lois, les uns, ce sera toujours un outil ou une collectivité qui sera extrêmement bien placée entre les communes et l'État, ou les EPCI et l'État. Et on le voit en particulier sur la GEMAPI, où le département avait été écarté de la notion gémapienne. Et on s'est aperçu que des EPCI, quand c'était une EPCI de 15-18 000 habitants, avec un budget qui est ce qu'il est, sans les 20% du département ou sans les 20% de la région, ce serait insuffisant. Donc comme toujours, le maillage, enfin je ne vais pas rappeler ça les sénateurs, mais le maillage du territoire est fondamental. La présence de toute collectivité l'est, mais le département reste une position centrale, au moins de centralisateur décentralisé, c'est-à-dire en fait de ramener au niveau de la commune des premières instances. Et nous voulons rester, sa proposition de Dominique Bussereau, président de l'ADF, rester dans cette solidarité, rester dans les procédures, rester dans le financement. Et je crois que les départements ne peuvent pas s'écarter des financements, qu'ils soient en montagne, en littoral, en ultramarin et bien sûr aussi sur les autres principes. Le département prendra ses responsabilités et rester complètement dans la compétence générale en cas d'événement climatique majeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons accueilli pendant l'intervention de M. Quillet, Philippe Laurent, qui est donc maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France, qui nous a rejoints. Donc simplement pour rappel, on va vous demander d'intervenir en gros 10 minutes, 10-12 minutes, si vous voulez chacun, et ensuite après il y aura les interventions de la rapporteure Nicole Bonnefoy et de nos collègues pour éventuellement des précisions ou des questions complémentaires. Voilà, j'ai tout de suite passé la parole à Daniel Binquet, qui est maire de Marmande et donc qui est au conseil d'administration de l'Assemblée des communautés de France. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Je vais peut-être d'abord vous décrire très sommairement mon territoire, de manière à ce que vous puissiez comprendre quel est l'enjeu sur notre territoire, pour dire combien cette question est importante. Val-de-Grande agglomération, c'est 62 000 habitants, c'est 160 km de digues sur le bassin de la Garonne, c'est 4 000 emplois menacés en cas de crue centennale, et c'est 17 communes totalement inondées
en cas de crue centenale. Ce qui veut dire que c'est pour nous un véritable enjeu. C'est pour cela que nous avons pris la compétence GEMAPI par anticipation en 2015. Et je pense qu'il en est de même un petit peu dans toute la France, puisque je suis tombé tout à l'heure sur des chiffres que vous connaissez certainement. 17 millions de résidents permanents exposés aux inondations en France, 1,4 million par submersion marine, 9 millions d'emplois menacés et 20% des habitations menacées. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous sommes devant un phénomène où on parle de prévention, de résilience et d'indemnisation après événement. La prévention, c'est important, mais il ne faut pas se tromper. Souvent, la prévention entraîne le risque chez le voisin. Et c'est là où il faut peut-être que nous soyons un petit peu plus prudents dans les systèmes de prévention que nous mettons en place. Il est important, je crois, que nous ayons beaucoup plus d'attention sur la résilience, de manière à ce que les dégâts commis par certains aléas climatiques soient moins importants, surtout dans leurs conséquences, surtout humaines et sur les biens. Mais il faut apprendre, je crois, à vivre avec les catastrophes naturelles, les anticiper, vivre avec, adapter nos territoires et surtout la réglementation de nos territoires. Et là, je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire. Mais ensuite, donc, vient l'indemnisation et l'important, donc, l'enjeu dans cette discussion, c'est de limiter l'indemnisation pour qu'elle soit abordable financièrement par tout un chacun et surtout pour les collectivités aussi. Les difficultés qui émanent donc de ce dossier, c'est d'abord la récidive. Lorsqu'un territoire est soumis de manière récurrente à certains aléas, quoi faire? Est-ce qu'il faut continuer les indemnisations? Est-ce qu'il faut exiger que le territoire se prépare? Là, nous n'avons pas encore de réponse et je trouve qu'il faudrait peut-être imposer, notamment pour le risque inondation, une culture de bassin, de manière à ce que dans chaque bassin versant, il y ait d'abord une obligation de coordination des protections, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Et deuxièmement, qu'il y ait une vision un peu comme pourrait le faire un établissement public foncier, c'est-à-dire que la taxe GEMAPI pourrait être à deux niveaux, un niveau local et un niveau bassin, de manière à accentuer les efforts sur certains points durs et notamment les TRI. Il n'est pas normal que certains territoires reçoivent toute l'eau du bassin et que la taxe GEMAPI soit très importante sur ce territoire-là et qu'elle soit quasi nulle sur les sommets. Donc je pense qu'il faut une vision globale par bassin dans toutes les dimensions de ce dossier. La GEMAPI a quand même été une grande avancée, je crois, pour les territoires, même si elle a été fortement décriée, même si elle a été très difficile à appréhender, parce qu'on est passé quand même d'une culture de la protection à une culture de l'analyse du risque et de la prise en charge globale et de l'appropriation par les élus d'un risque qui est quand même difficile à comprendre et à prendre en charge. Il y a, je crois, deux priorités à ne pas perdre de vue. La première priorité, c'est cette vision par bassin. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas accepter que certains territoires dans le même bassin aient beaucoup plus de charges que l'autre alors que l'eau concerne tout le monde. Je crois aussi concernant les fonds Barnier qu'il va falloir résoudre ce problème de baisse de dotation sur le fonds Barnier. Et aujourd'hui, le fonds Barnier ne répond pas à l'enjeu. Quand on voit que les indemnisations, c'est 600 millions d'euros et que le fonds, les mesures de protection, c'est 380 millions d'euros, on voit qu'il y a un problème. Donc il faut absolument adapter le niveau du fonds Barnier à l'enjeu des inondations. Et surtout, il faut peut-être considérer que certains territoires qui ont leur PAPI, donc qui sont recevables au fonds Barnier, peuvent peut-être avoir un surplus de fonds Barnier sous certaines conditions, lorsque le risque est majeur et lorsque ce territoire répond à toutes les demandes administratives et toutes les demandes de planification territoriale. La deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue, je crois, c'est l'information aux populations. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un jour une concentration de l'ensemble des risques
dans un même document et qui soit présenté chaque année aux assemblées intercommunales et ensuite décliné par commune. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, vous savez, les élus ne sont pas des surhommes. D'abord, ils ne savent pas tout, même s'ils ont des techniciens avec eux, mais souvent dans les petites communes, il manque d'ingénierie. Avoir aujourd'hui dans chaque intercommunalité une concentration de l'ensemble des risques du territoire, que ce soit les risques climatiques, que ce soit les risques géotechniques, que ce soit les risques industriels ou même les risques énergétiques avec les centrales nucléaires, permettrait d'abord d'informer les populations, ensuite d'informer les élus et permettrait aux élus d'avoir une vraie prise en compte de l'ensemble de ces problématiques et ensuite de les décliner dans l'ensemble de leur mission de service public. Et ce rapport devrait être ensuite décliné par commune, dans chaque commune, suivant ses spécificités. Alors vous le comprendrez que pour nous, ce qui est important, même si mon territoire a été soumis aux deux risques, hein, celui des inondations, mais aussi celui des retraits des sols, retrait des sols, effectivement, la prévention me semble difficile. Même si la nouvelle directive peut-être arrive à mieux cerner donc les territoires qui doivent bénéficier d'indemnisation, mais on agira beaucoup mieux et beaucoup plus sur les inondations que sur le retrait des sols, et je crois que l'enjeu est quand même beaucoup plus fort en termes de vie humaine et en termes de biens. Très bien. Merci beaucoup. On va aller donc passer la parole immédiatement à Philippe Laurent. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, je vous prie d'excuser mon retard. Voilà, c'est impondérable. Donc, désolé d'être arrivé en retard, mais ce que j'ai entendu de la part de mes deux collègues donc va tout à fait dans le sens de ce que pense également et de ce que souhaite développer donc l'association des maires de France, en disant que, bon, dans l'état actuel des choses, le fonctionnement du système, qui est un système réparateur avant tout, enfin, qui d'ailleurs est un des sujets principaux qu'il faut aborder, donc fonctionne de manière sinon satisfaisante, mais enfin bon, fonctionne, on va dire. Mais moi, je veux donc insister sur, et ça rejoint ce que disait Daniel Binquet, sur le fait que les risques vont forcément... c'est inévitable, les risques vont augmenter. Là, nous avons vu apparaître, enfin nous voyons apparaître, même s'il existait déjà, mais nous voyons se développer à notre risque, alors qui est justement le risque, je vais dire un peu inverse du risque d'inondation, qui est le risque sécheresse. Hein, alors il y a eu, ça a été abordé à travers la loi Elan un peu, puis c'est abordé à travers des normes de construction. Mais ce risque-là, donc, est aussi un risque qui est en train de se développer. Et on sait que, alors je crois qu'il y a eu des mesures par des experts que le risque climatique enfin, risque de doubler en termes de coûts, en termes de comment dirais-je, oui, de réalisation, quoi, hein, dans les années qui viennent. Bon, alors l'idée du plan global des risques me paraît une très bonne idée, et nous la soutenons. Et je vais vous donner une anecdote qui va éclairer la chose, qui est la suivante. Donc, comme vous le savez, un certain nombre de collectivités, 25 en France, donc, ont été retenues pour expérimenter donc, ce qu'on appelle la certification des comptes, hein, des collectivités locales. L'État est déjà, enfin les entreprises, bien sûr, les grandes entreprises sont certifiées, l'État a ses comptes certifiés, et les grands hôpitaux, enfin les principaux hôpitaux aussi. Et les collectivités locales font l'objet d'une certification. Et bon, il se trouve que ma commune fait partie de cette expérimentation, et nous avons donc régulièrement des réunions de travail avec d'abord la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes qui sont en fait chargées de cette expérimentation, de la première phase de cette expérimentation, et ensuite la compagnie des commissaires aux comptes, puisqu'ils vont être amenés à intervenir pour cette certification. Elle va être généralisée après être à nouveau soumis au Parlement dans 3 ans maintenant, donc c'est pas fait, hein, mais simplement ça. Et la question des risques, des provisions pour risques est venue. Et la question de provisionner, de comment on peut évaluer le risque climatique dans les collectivités qui sont, comme vous le savez, particulièrement exposées, elle est venue sur le tapis. C'était la semaine dernière, pas plus tard. Donc c'est vous dire que nous avons vraiment une actualité et en tout cas une prise de conscience qui est très très forte. Alors naturellement,
Bon, c'est très difficile à faire et c'est simplement une question qui est posée, une réflexion qui est engagée. Mais je crois que véritablement, nous devons aller beaucoup plus loin dans ces questions de prévention, d'approche de prévention. Moi, j'ai le souvenir, il y a une vingtaine d'années, d'avoir travaillé pour la communauté urbaine de Lyon à l'époque sur la mise en place d'un service en fait de gestion des risques qui en effet, alors on passe toujours aux risques financiers, des garanties d'emprunt, enfin des choses très classiques, mais la communauté urbaine de Lyon avait déjà engagé une réflexion justement sur une évaluation de tous ces risques avec un essai de chiffrage, etc. Donc je crois que des collectivités sont prêtes en réalité, surtout les grandes collectivités sont prêtes à travailler la question, à travailler sur cette question, et je crois qu'il faut que nous allions beaucoup plus loin dans donc, ces questions de prévention. On a les expertises scientifiques nécessaires, je pense, pour aller plus loin. Il faut maintenant qu'il y ait une volonté politique et surtout que la totalité, enfin l'ensemble de la population soit aussi très nettement informée de ça, parce que ça, c'est assez difficile. Hein. Enfin, vous savez, bon, vous connaissez la question de l'urbanisation, du refus d'urbanisation de tel et tel terrain. Enfin, vous savez bien, comme ce sont des choses qui sont extrêmement sensibles. Et d'ailleurs, de ce point de vue, bon, enfin, je ne reviens pas sur le passé, mais nous avons évidemment besoin de manière importante du soutien et de l'engagement donc des services de l'État sur ces questions. Ça va de soi. Hein. Donc voilà, moi je voulais évoquer cela, évoquer aussi, vous avez parlé tout à l'heure, chers collègues, du montant du fonds Barnier, donc évoquer aussi que, vous le savez, la solidarité territoriale joue aussi pas mal sur les collectivités, les communes, notamment quand il s'agit de communes de taille relativement modeste qui sont touchées par une catastrophe naturelle. Il y a une solidarité importante qui joue, qui est d'ailleurs souvent relayée par les associations d'élus ou les associations départementales. Enfin bref, il y a une solidarité territoriale importante qui existe, mais évidemment, ça ne peut être qu'un pis-aller. On ne peut pas se contenter de ça pour dire tout va bien. Et donc, par conséquent, je crois que nous avons une réflexion donc très, très approfondie à continuer de mener. Et donc, je voulais donc remercier la mission du Sénat de mettre l'accent sur ces questions dont personne ne veut trop parler parce que vous savez, bon, c'est pas non plus très, c'est vrai, c'est pas très sexy hein, comme sujet parce que ce sont des sujets qui inquiètent, mais c'est aussi notre responsabilité donc de le faire. Voilà, je ne serai pas plus long pour l'instant. Après, on peut répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Simplement dire, peut-être non pas en réponse, mais en écho de ce qui a été dit, nous sommes ici, vous le savez, l'Assemblée des territoires. Hein, et Dieu sait si on a besoin de se faire entendre les uns et les autres. Je pense qu'effectivement, avec ces grandes régions aujourd'hui qui ont été constituées, le département a toute sa place en matière de proximité et de réponse au sujet de proximité, notamment sur ceci. Moi, je voudrais, avant de passer la parole à Nicole Bonnefoy, qui a sûrement des questions complémentaires, et il y en a plein, moi, vous indiquer ce que je ressens à titre personnel en tant que président de cette mission sur le travail qu'on a pu faire aujourd'hui, aussi bien en tant qu'auditeurs, hein, puisque nous étions, nous, ici, auditeurs, et puis, ça a été rappelé tout à l'heure, nous avons fait un déplacement en Charente, nous en ferons un autre dans l'Aude, fin de cette semaine, puisqu'on arrivera dimanche à Carcassonne. Moi, j'étais assez impressionné alors que c'est assez pervers, c'est même totalement pervers, c'est pas très connu, même si les uns et les autres, en tant que maire de telle et telle commune, on est informé qu'il y a tel et tel problème parce qu'on a des territoires argileux sur sa commune et qu'on se retrouve avec des gens qui sont sinistrés. Mais je suis impressionné par le nombre de sinistrés. Alors, ce ne sont pas des morts, ce ne sont pas des blessés, mais ce sont des gens qui sont profondément atteints psychologiquement parce qu'ils ont perdu tout leur capital quasiment lorsqu'ils n'ont pas été déclarés en catastrophe naturelle et qu'ils se retrouvent avec ce phénomène de gonflement-rétraction, que leur maison est fissurée, qu'elle ne vaut plus rien. Et on a ce phénomène dans une grande partie du territoire français, pas partout, mais dans une grande partie du territoire français. Et c'est, quand je dis c'est pervers, c'est-à-dire que c'est pas de même nature au niveau de la communication et de la connaissance qu'en a le public qu'une vague de submersion ou qu'une inondation. C'est pas du tout pareil. Bon. Et on se pose des questions sur ce sujet. Hein. Comment peut-on mieux cerner les périmètres de catastrophes naturelles ? Or là, on ne les cerne pas bien du tout.
Comment peut-on apporter des réponses à ces gens qui sont aujourd'hui dans une situation catastrophique, y compris psychologique, et notamment psychologique, et financièrement, bien entendu. Est-ce que là, vous avez des réflexions sur le sujet, puisque vous représentez, bien entendu, les élus de France, que ce soit au niveau de l'AMF ou que ce soit au niveau des 2 autres associations. Donc vous êtes en contact direct, bien sûr, indirectement, mais directement aussi avec les populations concernées. Et c'est des questions qu'on va devoir se poser pour savoir quelle orientation aussi nous allons donner à nos suggestions, notamment sur ces sujets de catastrophes naturelles dues à la sécheresse. Est-ce que sur ce point-là, vous avez quelques éléments? Ensuite, Nicole abordera évidemment d'autres questions, ou vous les mêmes. Sur ce problème spécifique, moi j'ai le sentiment que l'information déjà est importante. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui, même si dans les actes de vente il y a une information minimale sur de nombreux risques, s'il y a un document qui collecte l'ensemble des risques de la commune dans toutes ces dimensions, n'importe quel porteur de projet, que ce soit un projet immobilier ou un projet professionnel, pourrait s'y référer et voir exactement comment réagir, ne serait-ce qu'à sa construction, puisqu'il y a quand même des manœuvres de protection, enfin des constructions spécifiques pour chaque situation. Donc je pense que l'information préalable est vraiment absolument nécessaire partout aujourd'hui. Alors ça ne règle pas les cas déjà passés. Oui, c'est-à-dire que en fait, le système tel qu'il existe aujourd'hui, en effet, est bien, enfin, notamment le système de procédure de reconnaissance, etc., est bien adapté quand c'est quelque chose qui est brutal, qui est voilà, qui je sais pas, une tempête, une inondation brutale, etc. En revanche, quand ce sont des phénomènes plus sournois, vous avez dit pervers, mais c'est sournois. Enfin, c'est voilà, c'est quand c'est des phénomènes plus sournois avec des mouvements donc qui se passent donc en souterrain. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'apporter les preuves. Enfin, il faudrait qu'il y ait en réalité, mais certains, moi j'ai ce phénomène qui est assez limité, mais dans ma commune, donc, mais certains propriétaires donc le font, il faut analyser régulièrement l'état de leur maison, en fait, pour montrer qu'il y a eu effectivement détérioration, etc. Enfin, mais ça, il faut avoir la volonté de le faire, il faut être déjà très informé. Voilà, et la plupart des gens ne le font pas, évidemment. Et bien sûr, les moyens en plus, naturellement. Donc je crois que ça, c'est un vrai sujet. Donc je suis pas sûr qu'il y ait... Enfin, l'information est importante, mais vous savez déjà, l'information qui est donnée au moment des actes notariés, c'est pas suffisant. Puis même si elle était suffisante, elle n'est pas forcément regardée. Enfin, elle n'est pas... C'est-à-dire que faut se mettre à la place de quelqu'un qui achète une maison, c'est l'affaire de sa vie. Enfin bon, voilà, la maison lui plaît. Enfin, il va mettre de côté ça, quoi. Donc c'est voilà, je ne sais pas comment faire parce qu'on touche après vraiment enfin un peu à l'intime. C'est assez difficile. Mais en tout cas, c'est un sujet. Ça, c'est clair. Nicole, la parole est à toi. Merci. Moi, je voulais déjà vous remercier, bien évidemment, pour votre présence et vous dire que vos interventions rejoignent complètement soit nos réflexions, les réflexions que nous avons pu avoir au regard des auditions que nous avons déjà pu mener, et rentre aussi complètement dans, j'allais dire, l'ADN de cette mission. Puisque quand nous avons demandé la création de cette mission d'information, c'était justement, et comme vous l'avez dit, parce que les aléas climatiques et les risques climatiques existants aujourd'hui sont plus importants qu'hier et probablement seront demain encore plus importants, qu'il y a nécessité à voir si nos régimes d'indemnisation, puisqu'en fait et aussi notre prévention, mais la mission s'est beaucoup axée sur les régimes d'indemnisation, était en adéquation avec ces problématiques-là. S'il fallait les corriger ou pas.
On a évidemment vite remarqué sur le régime Catnat en particulier que c'était un bon régime, qu'il ne fallait pas renverser la table, mais qu'il fallait l'adapter, et en tenant compte d'un certain nombre de choses, et vous l'avez rappelé, plus de transparence, plus de rapidité, mieux associer les uns et les autres, y compris les élus, pourquoi pas même les sinistrés, etc. etc. Enfin, il y a un nombre de choses, on l'a bien noté, et donc ça, c'est important. Avec un volet sécheresse, ça a été dit, rappelé, puisque là aussi, à la base, quand... En ce qui me concerne, j'ai demandé la création de la mission d'information. C'était justement parce qu'en Charente, on avait ces soucis de sécheresse. Je sais qu'en Charente-Maritime, il y a aussi, puis dans d'autres départements, avec des associations importantes qui se sont créées. Et aussi parce que dans mon département, on avait eu ce fameux orage de grêle terrible du mois de juillet dernier, qui avait été absolument catastrophique. Donc, c'est bien ce que je dis, notre mission, elle est là pour au regard de l'état des lieux, essayer d'y apporter des réponses sur les régimes d'indemnisation, mais aussi pour tenir compte d'un certain nombre de choses, y compris la prévention, et vous l'avez dit, et ça on l'a bien compris, qu'on ne doit pas... On était beaucoup jusqu'à présent pour lutter contre, alors que maintenant il faut vivre avec, et donc s'adapter, et prévenir bien avant ou au lieu de uniquement songer à la réparation. Ça, on l'a bien mesuré, on l'a bien compris. Et vous venez de le confirmer. Donc les travaux maintenant, en ce qui me concerne d'écriture du rapport, évidemment, tiendront compte de tout cela. Alors sur la prévention, je partage avec vous la nécessité de davantage prévenir, et de récupérer, en particulier dans le fonds Barnier, tous les financements qui sont nécessaires pour mettre en œuvre une vraie politique de prévention, puisque vous savez qu'une partie des fonds Barnier ils ne vont pas à la prévention alors qu'ils le devraient. Donc on l'a bien noté, cela aussi. Et la formation et l'information, vous l'avez dit aussi, des élus, puisque vous êtes là pour représenter les élus. Vous avez parlé par exemple d'un guide à destination des élus. Nous l'avions également noté dans les différentes auditions que nous avons pu entendre. Donc nous considérons que là aussi c'est une bonne idée, et ça fera probablement partie de nos propositions. Donc dans vos remarques en plus, parce qu'on vous avait adressé un questionnaire, je crois que vous avez presque quasiment répondu à toutes les questions qui étaient posées, à peu de choses près. S'il y en a quelques-unes qui manquent, on va revenir dessus. Moi, il y avait une question que je voulais aborder avec vous, parce qu'on les a reçus ici, c'était les professionnels du bâtiment. Et pour le coup, les professionnels du bâtiment, contrairement aux élus, contrairement évidemment aux sinistrés, n'ont pas du tout la même sensibilité à ces problématiques d'aléas climatiques qui vont être malheureusement qui sont et qui seront demain de plus en plus prégnants. Et ça nous a quand même interpellés, interloqués, en se disant comment se fait-il que alors que on a auditionné des architectes, par exemple, et donc eux, pour ceux qu'on a sensibles en disant il faut repenser, etc. Mais je parle du bâtiment lui-même, de la Fédération nationale du bâtiment, par exemple. On trouvait qu'il y avait un décalage et qui nous a un peu impressionnés. Alors bon, je ne sais pas si par rapport à cela, vous avez mesuré les mêmes choses, comment on peut faire en sorte qu'ils soient mieux sensibilisés. Enfin, quelle est votre réflexion par rapport à ça ? Oui, vous avez entièrement raison. Moi, je vais faire juste le volet submersion. Après Cynthia, on s'est dit... Alors, Cynthia, il y a eu du traumatisme. Il y a Cynthia qui a un traumatisme, mais le deuxième vrai traumatisme pour les élus, ça a été quand on a commencé à raser les maisons, les fameuses zones noires, zones rouges. Je ne reviens pas là-dessus, mais quand on a vu commencer à arriver, qu'on rasait des maisons, et pourquoi on l'a rasé celle-ci, pourquoi pas celle-là, bon, c'était une période, on va dire, d'urgence. Bon. Et un autre temps. Et puis on a commencé à réfléchir. Mais là, on a été vraiment surpris, c'est que même 10 ans après,
on n'a toujours aucune obligation dans nos PLU ou dans nos PLUI en matière de construction. La seule obligation, c'est le PPRL qui s'impose et qui dit vous remonterez à telle hauteur. Mais si jamais on s'est trompé d'auteur et que l'eau arrive, ben si vous êtes trompé de tant de centimètres, l'eau elle sera au-dessus, quelle que soit la digue, quel que soit le principe. Le principe étant que, je prends le cas de Cynthia, c'est un Vimer, enfin nous on dit Vimer à l'île de Ré, mais enfin ça veut dire en fait, Vivemer, ça veut dire en fait c'est un événement climatique, pas exceptionnel, c'est un événement climatique fort. Et on en a eu 40 comme ça en 500 ans, on en aura d'autres. On en aura d'autres. Et la discussion a été de dire quand même, c'est que quelles que soient les protections que l'on fait, et quelle que soit la façon dont on fait les choses, les PCS, les PPRL, tout ce qui a écrit, le maire qui à 4 heures du matin trouve des solutions pour évacuer quelques personnes, il restera toujours une personne qui aura trop d'eau. Enfin, il y aura toujours un moment. Et pendant ce temps-là, et pendant qu'on a appliqué les PPRL, et qu'on a appliqué les PCS, et qu'on a appliqué la GEMAPI, et on en a fait des règlements et des lois, on n'a pas d'obligation de constructibilité, de pilotis. Et nous, et moi je parle de Charente-Maritime, et moi je suis sur l'île de Ré, je n'ai pas de... Et quand j'en ai demandé, nous faisons un PLUI sur l'île de Ré, on fait un PLUI, donnez-nous l'appel à projet que je suppose que l'État a lancé avec les meilleurs architectes de France, prenant en ça l'exemple de ce que font les Américains, les Hollandais, les Allemands, les Belges, etc. Et donnez-nous la règle de nouvelles maisons de la modernité face aux enjeux climatiques. On nous a envoyé un consultant qui nous a dit... bonjour, on a des idées, mais on n'a pas de préétabli. Il n'y a pas de... Enfin, 10 ans après Cynthia. Bon. Et je suppose qu'en inondation, la même chose. Et on est en train de reconstruire des maisons qui sont dans le cas du PPRL, du PLUI, de l'organisation, etc., où le constructeur vous dit, moi j'ai fait la maison d'avant, je fais la même, je vous ai mis un petit peu plus de béton un peu plus haut, mais si l'eau elle s'arrête, c'est parfait. Mais c'est le même placo qui va inonder, c'est les mêmes volets roulants qui vont fermer avec l'électrique. Bon. Alors, il y aura l'obligation de mettre une zone de refuge en haut, à l'étage. Bon, bien sûr, il y a un secours possible. Mais toute proportion gardée, c'est comme rajouter une 5e roue de secours sur une voiture. On n'a toujours pas changé le phénomène qu'on n'a pas changé le modèle des pneus et qu'on va toujours continuer à déraper ou à glisser. C'est affolant. Et quand les experts étrangers viennent nous voir et nous disent en France, vous n'avez toujours pas compris. Vous vivez contre le risque, vous cherchez la responsabilité. Alors financièrement, vous êtes bloqué un moment, parce qu'à un moment, votre fonds Barnier vaut, etc. Nous, on a fait venir un expert hollandais qui s'appelle Van der Meer. Van der Meer, c'est le plus grand spécialiste au monde des digues, et c'est lui qui fait la protection de digues en Hollande, aux États-Unis, etc. Quand il nous regarde, il nous dit, vous êtes spéciaux quand même, hein, vous vivez avec le risque, et vous êtes contre. Vivez avec. Ou alors partez. Mais ne faites pas ou des digues trop petites avec des analyses coûts-bénéfices, avec des systèmes que personne ne comprend. Le risque est tel, alors à ce moment-là, vous êtes au-dessus du risque. Bon, faites des choix, ou alors partez. Mais vous n'avez ni la loi pour partir, puisqu'il n'y a pas de loi du redéploiement, et vous n'avez pas défini en plus votre urbanisme. Et vous construisez des maisons comme on faisait au 19e siècle, au 20e siècle. Il y a quand même un vrai souci. Il y a quand même un vrai souci. Et là-dessus, alors pourquoi? Est-ce que c'est un problème financier? On s'est dit non, c'est pas possible. Mais quand vous discutez avec le bâtiment, ils vous disent mais moi je peux vous les vendre les maisons, je peux le faire, moi ça m'intéresse, mais personne ne m'a rien dit. Donc je vous fais le béton avec le placo en avant. Et hop, le volet roulant qui ferme l'électricité dès que ça saute. Et je fais une dernière réflexion, quelque chose d'affolant. Je prends EDF. Quand vous avez un compteur important d'EDF, un transfo, qui est en zone inondable, et que vous dites à EDF, je veux que vous le changiez parce qu'à la prochaine, quand l'eau va arriver, ça va griller et ça va tout coincer. EDF vous dit, attendez, si je le change maintenant, c'est à mes frais. C'est à mes frais. Si j'attends l'inondation, la submersion avec le transfo, je dois le remplacer, c'est plus moi qui paye. Donc je ne change pas tout de suite. J'attends un peu qu'il soit obsolète. En matière de prévention, on a encore du boulot quand même. Oui, je vais passer la parole tout de suite à ma collègue, Madame Cartron. Oui, je lui passe la parole, j'interviendrai après. Merci, Président. Moi, je voudrais compléter sur ce que vous venez de dire par rapport à l'urbanisme, parce que moi, je vis un cas tout à fait particulier d'une agricultrice éleveuse qui est sur des terres inondables, certes, qui a donc des vieux bâtiments qui étaient construits à l'ancienne, et voilà, qui est en train de vouloir les reconstruire avec, elle a fait venir un expert hollandais, donc avec des pilotis, des clapets pour que s'il y a l'eau, ça s'en va. Eh bien, aujourd'hui, le permis de construire lui est refusé. Voilà. Donc, c'est complètement fou
on l'empêche de pouvoir poursuivre son exploitation, son activité, alors c'est trop innovant et c'est pas reconnu. Donc je vous rejoins, il faut absolument changer les règles d'urbanisme. C'est pas possible de rester avec les schémas qui sont. Et le deuxième axe sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport à ce que vous évoquez des fonds Barnier. C'est pas tant la somme que le règlement qu'il faut changer. Parce qu'on ne dépense pas ce qu'il y a, tout ça parce qu'on a mis un règlement extrêmement contraint et inadapté, et que ça devient inapplicable. Donc bien sûr qu'après, il reste à réaliser beaucoup. Voilà, donc c'était les 2 points sur lesquels je voulais revenir. Merci beaucoup. Oui, est-ce que je peux revenir juste sur ces réglementations, effectivement? Je crois qu'il faut vraiment qu'on change un petit peu le logiciel de réflexion concernant le risque, notamment le risque inondation. C'est la résilience des territoires. Il faut que chaque territoire se prépare à affronter et à vivre avec l'aléa climatique. Mais il ne faut plus lutter contre, ça ne sert à rien. Moi, j'ai le même problème. À Marmande, nous avons une digue qui protège à 11 mètres. À 1 kilomètre, j'ai une école dans la vallée de la Garonne, une école qui a été transférée ailleurs, qui est vide. On m'interdit aujourd'hui d'y construire, de la transformer en logement. Elle est sur pilotis, il n'y a jamais eu l'eau au premier étage. On me dit non, elle est en zone rouge. Oui, mais elle est à l'abri. Eh bien non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de le faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on préfère... on empêche les territoires d'organiser une vie de la résilience face à l'aléa, alors que la sagesse populaire autrefois, elle était beaucoup plus efficace que la réglementation aujourd'hui. Et les gens vivaient tout à fait bien avec Garonne. Ça ne posait aucun problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on autorise pas les entorses, mais les adaptations de la réglementation, de manière à vivre avec l'aléa en toute sécurité. Alors, je peux que confirmer ce que vous dites. J'ai exactement le même sujet sur Saint-Cas, en Bretagne Nord, avec un endroit où il est classé en dispersion d'énergie marine. Et où on ne peut absolument pas, l'hôtel est désaffecté, c'est absolument impressionnant, l'hôtel est désaffecté. Le propriétaire veut faire sur les 3 niveaux au-dessus des appartements, donc libérer complètement le rez-de-chaussée. C'est absolument impossible de changer d'affectation, et lorsqu'on en parle avec les préfectures, par contre, elle autoriserait la réouverture d'un hôtel, ce qui est totalement invraisemblable, vous comprenez ? Donc on a des positions qui sont totalement inadaptées, et on a effectivement un vrai problème sur le sujet. Juste le fonds Barnier, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, on a effectivement un vrai problème, parce que les gouvernements qui se sont succédés ont toujours prélevé pour alimenter le budget général, et non seulement aujourd'hui, ça a été le même cas en 2018 et 2019, mais en 2019, il est plafonné. Donc, au lieu de provisionner éventuellement un fonds dans la perspective de voir une accélération des catastrophes naturelles, non seulement on le réduit, mais on le plafonne, ce qui va quand même totalement un non-sens. Mais là-dessus, si vous voulez, on est quand même assez au fait des sujets, et on aura des propositions effectivement à faire. Concernant l'urbanisme, je partage complètement votre avis aussi, et ma collègue Nicole Bonnefoy également sur la même longueur d'onde. On a fait une avancée, notamment pour la sécheresse, dans la loi Elan, puisque vous savez qu'il y a on doit aujourd'hui pouvoir faire une analyse de sol, sauf qu'elle n'est pas contraignante. C'est-à-dire que c'est juste une analyse de sol. Il n'y a pas derrière une obligation d'un type de fondation particulier, et c'est ce qu'il faudrait pourtant faire. Et là, le CSTB, si vous voulez, je ne crois pas qu'on les ait reçus, mais en tout cas, on nous a dit qu'on les a sollicités. Ils n'ont pas travaillé sur le sujet. Là, je parle plutôt de la sécheresse. Concernant également l'autre sujet qui touche davantage votre secteur, c'est-à-dire tout ce qui est problème de submersion marine et d'érosion. Et on a du mal à comprendre que le gouvernement fasse une distinction entre les deux, parce que les deux sont quand même assez liés. C'est un sujet qui avait été quand même travaillé beaucoup depuis maintenant quelques années. Il y avait eu un certain nombre de propositions, y compris de donner des moyens juridiques
aux élus locaux pour qu'on puisse relocaliser un certain nombre de... Si c'est le choix, par exemple, des élus locaux, il faut leur laisser le choix. Il y a la possibilité de faire des protections, mais il y a aussi la possibilité de relocaliser. On avait mis en place un certain nombre de propositions et malheureusement, on a le sentiment qu'on n'aboutit pas sur ces sujets-là. Il y a un député En Marche une députée En Marche qui avait ce sujet-là et on vient de renommer, le gouvernement vient de renommer un autre député d'une autre région d'ailleurs sur le même sujet. Enfin, on a un peu de mal à comprendre ce qu'on veut faire. Donc il va falloir, je pense, qu'on pousse un peu les choses parce qu'il y a une attente forte des territoires et il faut véritablement qu'on fasse avancer ce dossier. C'est un dossier complexe, j'en conviens, mais il y a lieu de travailler sérieusement. D'autres demandes Pardon. Président, un petit mot là-dessus sur les questions des normes, etc. Donc, on a vécu d'autres situations assez ubuesques aussi en matière de normes d'urbanisme, lorsque, en fait, on a commencé à vouloir travailler sur les rénovations énergétiques et qu'il fallait donc augmenter, faire de l'isolation par l'extérieur, ce qui n'est pas forcément le mieux, mais enfin, peu importe. Il y a quand même des gens qui souhaitaient le faire et qui ont été coincés simplement parce qu'on dépassait la limite des 4 mètres était 3,80 m ou même l'emprise au sol était augmentée. Donc ça a été réglé. Ça a été réglé par la loi. Mais on est exactement dans le même sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, la rigidité des règles, surtout lorsque ces règles sont même parfois fixées dans la loi elle-même, c'est très... Bon, un texte réglementaire, c'est pas facile, mais enfin, quand c'est la loi, alors là, c'est vraiment très difficile. Donc là, ça, c'est un point général, d'ailleurs, de légistique, qui n'est pas propre à ça. Et puis, deuxième sujet, sur la Fédération française du bâtiment, comment dire, en fait, il y a quand même une question de coût. Il y a quand même une question de coût, parce que l'adaptation des bâtiments à la situation, généralement, ça va entraîner des coûts supplémentaires. Donc, si vous voulez, sur un plan commercial, telle entreprise qui est équipée, qui a des gens formés, etc., pour faire les choses, va coûter plus cher, et après, c'est fini. Donc, si vous voulez, je crois que c'est pour ça que la sensibilisation de la population, c'est quelque chose qui est, évidemment, on le sait tous, c'est long, c'est difficile, il faut répéter tout le temps, mais il faut aller beaucoup plus loin. Dans la sensibilisation générale de la population et notamment de celles et ceux dont l'objectif c'est de devenir propriétaire, parce que c'est ça la question. Quand il s'agit de logements, je sais pas, par exemple, de logements sociaux, etc., peut-être là, on a peut-être un travail peut-être plus facile, parce que les bailleurs sociaux sont eux-mêmes donc professionnels. Mais quand il s'agit d'une famille, c'est difficile. Donc là, il y a vraiment un très très gros travail. Et ce que vous dites sur le fait que c'est plus la peine de lutter contre, enfin c'est plus la peine, bien sûr pour que ça s'aggrave pas, mais enfin à un moment donné, on sait qu'il faut vivre avec. Ça, c'est un message qui a quand même encore du mal à passer. Vous le voyez dans nos communes, auprès de nos habitants. Ça passe un peu, ça passe mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans, ça c'est sûr. On l'a vu dimanche d'ailleurs, ça passe. Mais ça passe auprès d'une population éclairée. On a même vu qu'il fallait éviter de le dire ou de reproduire trop d'aléas, je pense à la sécheresse en particulier, pour éviter dans des communes, ça nous l'a été dit, une dépréciation. Exactement. Donc Alors, Pascal Bory. Je vois l'heure qui avance, je vais être extrêmement rapide du coup, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Juste, Monsieur Quillet, vous évoquiez des constructions d'habitation, vous retrouviez avec des constructions un peu à l'identique de ce qu'il y avait. Je me suis posé la question, mais vous avez quand même les zones bleu clair, bleu marine, donc normalement ce sont des zones à partir du moment où il y a une définition d'un certain niveau d'eau, où aujourd'hui les services de l'État rendent inconstructibles, me semble-t-il, ces zones. Donc je me posais un peu la question, comment est-ce que... oui, il faudrait travailler sur d'ailleurs des constructions au pilotis. On avait auditionné il n'y a pas si longtemps que ça un architecte, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, qui avait présenté en fait un aménagement carrément de quartier, une construction de quartier, et il avait en fait anticipé le passage de l'eau, et il avait construit en fait ce quartier non pas que sur pilotis, c'est-à-dire que l'aménagement carrément même des trottoirs, des parkings de voitures avait été étudié de manière à ce que lorsque l'eau passait, l'eau évacuée repartait, voilà. Et je pense qu'au-delà effectivement de la construction de la pilotis, est-ce que vous avez déjà justement étudié ce genre de choses avec les services de l'État,
sur vos collectivités? Alors, moi, je donne un exemple, je connais bien, c'est l'île de Ré, le PLUI et le PPRL. On a un PPRL extrêmement poussé et on a un PLUI qu'on a essayé de monter. Toutes les initiatives amenant des architectures nouvelles ont été très clairement refusées. Bon. C'est-à-dire que l'État a réalisé et réagi, alors fort logiquement, en matière de responsabilité et sécurité. C'est pas constructible, on n'en parle plus, c'est pas nous, personne n'y va. Oh, ça peut s'entendre. Après, sur la définition des zones, il faut voir quand même, je dirais, les modélisations telles qu'elles sont faites. Sachez quand même que dans certains endroits, quand il y a une digue, la modélisation donne qu'il y a plus d'eau sans la digue, avec la digue que sans la digue. On a des grandes surprises quand même. Je peux vous dire que les modélisations de la théorie française, la digue faillible avec des brèches tous les 300 mètres, 200 mètres ouvertes, fait que vous faites une digue et à la fin, sur votre territoire, il y a plus d'eau que s'il n'y a pas de digue. Et expliquez ça aux populations. Mais derrière tout ça, c'est pas ça l'important. C'est quand on a des projets d'architectes, et il y en a quelques-uns qui sont assez brillants, des fois trop, mais peu importe. C'est que là, le bâtiment de France, les services de l'État vous disent non, mais attendez, non, nous, on veut une zone refuge de 15 mètres en haut, et puis les gens monteront là. Oui, mais la zone refuge, elle n'est plus dans le volume, donc ce n'est pas conforme, donc on ne peut pas la faire. Ah, bon, vous surélevez. Oui, mais si on surélève, comment on fait rentrer la voiture? Ah oui. Et la porte, comment on l'ouvre? Ah oui, et on tombe sur des problèmes qu'à la fin, c'est plus faisable. D'où l'apparition de projets qui sont pas faisables et que les gens commencent à dire si vous m'interdisez tout, je vis là quand même. Donc il faut bien que je mette la chambre pour les enfants. Donc il y a une adaptation qui n'est pas faite. Hein. Il y a 3 problèmes. Enfin, moi, je reviens toujours aux experts hollandais quand ils viennent chez nous. Ils disent en France, en fait, vous êtes toujours pareil. Vous voyez un risque. Et vous ne cherchez pas la solution, vous cherchez la responsabilité. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, depuis 10 ans, me marque. Je me rappellerai toujours, avec Dominique Bussereau, quand on allait voir un ministre que je n'ai pas cité, c'était il y a une dizaine d'années, et quand ce ministre de l'Environnement, on lui a dit, avec ses conseillers, ils lui ont dit, ils viennent vous voir parce que vous êtes responsable des digues. Alors, le ministre de l'Environnement, qui se tourne vers ses conseillers et conseillères, et dit, les digues, c'est nous, c'est à l'environnement. Oui, c'est à nous. Mais c'est combien les digues? Les digues, monsieur le ministre, si on veut tout refaire en fluvial et maritime, c'est 40 milliards. Ah, c'est un gros dossier donc. Oui. Et après de me dire, vous êtes sur l'île de Ré, pourquoi vous ne faites pas de repli stratégique? J'ai mis un peu de temps pour expliquer que le repli stratégique sur une île, vous voyez, c'est pas simple. Je plaisante, mais sincèrement, sur cette première réunion, c'était un peu comme ça. Mais je recommence avec d'autres ministres. Alors, toute politique confondue, je dis bien. Parce que derrière, on se saisit quand même d'un vrai problème. Il y a un problème financier qui est évident. Actuellement, et en digue, on est un peu spécialiste, on a lancé un programme de 300 millions de digues, ce qui ne nous fait pas plaisir plus que ça, mais les gens sont bien derrière. Mais 300 millions de digues, quand on les lance, et quand les experts hollandais viennent et nous disent « trop petit, vous n'allez pas au bout de la responsabilité. Vous mettez des critères, analyse coût-bénéfice, des réflexions, mais face au risque. Ou vous choisissez, vous n'avez toujours pas choisi en fait, vous faites... Entre deux, vous cherchez juste qui sera responsable. Le problème financier est fondamental. Et puis le problème de confiance. Sur nos territoires, quand vous dites qu'on veut aménager, qu'on dit attendez, ceci est désaffecté, je vais faire à l'étage, on sent très bien que de la part des services de l'État, c'est attendez, vous voulez faire de l'immobilier. Si vous faites une digue, vous allez faire une digue immobilière, vous les construisez derrière. Nous, on a mis un temps fou à démontrer, heureusement que notre PLU n'a pas pris 1 mètre carré d'urbanisation, on a démontré, on dit non, on veut se sécuriser. Non, vous êtes des élus. Et derrière, il y a des volontés. Donc la décentralisation du risque ne se fait pas. La décentralisation du risque, elle est en matière pénale et de responsabilité, mais elle n'est pas en matière d'aménagement du territoire. Voilà. Et donc l'aménagement du territoire entre le PPRL, le PLUI et les fameux pilotis, comme dit très bien Madame la sénatrice, fait que à la fin, on n'a pas le projet de la modernité. Et l'eau, nos anciens... Bon, évidemment, ils n'avaient pas du placo, ils n'avaient pas des choses de qualité et on pouvait prendre l'eau. Mais l'eau vient, elle passe, et si elle est sans risque, elle repartira. Enfin, chez nous, c'est des marées. C'est plus admis. Mais derrière, il y a un moment où la résilience, vous ne pouvez pas la faire. Il y a un vrai problème de confiance. Et maintenant, il y a un problème financier, fait qu'à la fin, qui va avoir le mistigris, sur qui la tempête va tomber, sur qui l'inondation va tomber. Et ça, pour un élu, c'est quand même extrêmement compliqué. Et alors, sur les bâtiments de France et l'ensemble, je ne vous parle même pas de l'adaptation de la modernité. Alors là, de nouveaux volumes, de nouvelles maisons, de nouveaux pilotis, de nouveaux systèmes, très complexes, très complexes. On est un peu conservateur dans le risque. Merci. Henri Cabanel. Oui, juste par rapport à ce qui a été dit, je ne sais pas par lequel d'entre vous, mais d'avoir cette vision globale de la gestion du bassin versant. Ça me paraît très important parce que, bon,
Aujourd'hui, effectivement, vous avez parlé qu'on peut éventuellement donc aménager en termes de fondation pour la sécheresse ou en termes de pilotis, même s'il faut faire évoluer la réglementation. Mais je pense que la vision du bassin versant, avec toutes les terres agricoles en amont, est essentielle dans la gestion. Parce que si on connaît ces phénomènes, bien évidemment, ça vient du fait que les changements climatiques, il y a notamment pour les inondations des pluies de plus en plus abondantes, mais le ruissellement y est pour beaucoup. Et que derrière, en amont, je pense qu'il faut travailler sur une vision de retenir au maximum donc, ces eaux de ruissellement pour qu'elles puissent éviter donc, de gros dégâts en aval. Après, moi, je vous ai entendu, mais je trouve que personne n'a évoqué aussi le modèle d'urbanisation que nous avons dans nos villes et l'imperméabilisation des sols tels qu'ils sont réalisés aujourd'hui avec la vision qui est la nôtre. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une solution qui permettrait donc de minimiser en tout cas ces risques-là? Oui, pardon, sur ces deux sujets, sur la vision de bassin. Aujourd'hui, je vais vous donner encore un exemple précis, le SMEAG, donc, qui est notre organisme supra du bassin d'Orgaronne, enfin sur le bassin de la Garonne, n'a aucune vision opérationnelle de protection des inondations. Ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce que qui assure la coordination de la protection des populations ? Personne. Il n'y a que le préfet coordinateur qui va nous imposer dans notre TRI certaines choses et qui va certainement, à un moment ou à un autre dans notre PAPI, nous dire attention, en aval, à 60 km d'en aval, vous avez Bordeaux, donc vous êtes prié de lâcher un peu d'eau chez vous. Voilà. Donc on s'y attend. Mais le souci, c'est que la vision globale du bassin de la Garonne n'y est pas, ni en termes administratifs, ni en termes d'écoulement des eaux, ni en termes de financement. Et là, il faudra bien un jour ou l'autre trouver des solutions. Ensuite, concernant la GEPU, la gestion des eaux de pluie urbaine, il faut impérativement qu'il y ait dans tous les documents de planification une limitation à l'imperméabilisation. Et lorsqu'il y a impossibilité d'assurer une limitation de l'imperméabilisation, il faut que dans nos propres tuyaux, on ait la possibilité d'envoyer l'eau ailleurs avant de la concentrer dans des plus gros égouts. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et tout l'enjeu, en fait, de la GEPU, ça va être d'envoyer le moins possible d'eau au bout du tuyau. Voilà. Et je pense que ça, effectivement, aujourd'hui, peu de responsables de collectivités locales en ont vraiment pris la dimension. Nous allons l'inscrire, puisque nous sommes en phase de révision du PLU, nous allons l'inscrire dans le PLU. Il faut qu'il y ait une goutte qui tombe, c'est une goutte qui doit rester localement, qui ne doit pas être évacuée. Très bien. Madame Perrault. Oui, merci. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'au niveau des inondations et des bassins inondables, on ne multiplie pas plus les réservoirs ? Par exemple, dans mon département, nous avons 5000 hectares de réservoirs pour éviter que Paris soit inondé. Au jour d'aujourd'hui, il en faudrait au moins 2 supplémentaires, dont celui de la Bassée, qui est dans les premières boucles de la Seine. Et j'avais posé la question à Madame Pécresse quand elle était venue l'autre fois, et elle m'a dit, mais ce n'est pas moi, c'est la région. Donc là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les régions, si c'est les régions, voilà. Si c'est les régions, qui est responsable et comment est-ce qu'on peut recréer des réservoirs pour éviter que des zones soient inondées ? Monsieur Philippe Laurent. Oui. Alors ça, je peux répondre pas comme secrétaire général de l'AMF, mais comme élu à la fois de la région et maire de... Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous faites allusion donc, aux barrages réservoirs, aux grands barrages, qui sont gérés par quelque chose qui s'appelle l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine. J'ai été administrateur de cette institution quand j'étais conseiller général. Je dis général parce que c'était avant des Hauts-de-Seine. Et en effet, c'est une instance interdépartementale pour l'heure actuelle. C'est pour ça que Valérie Pécresse... Parce que Valérie Pécresse, c'est la région, elle est présidente de la région. Donc c'est pas la région. Mais les choses se compliquent
dans la mesure où la métropole du Grand Paris, qui est une intercommunalité, donc a la compétence GEMAPI, et donc a lancé donc toute une réflexion, un plan, etc., etc. Mais c'est pas très vieux. Enfin, il y a même pas un an. En fait, les premiers crédits sur la compétence GEMAPI, c'est le budget 2019. Et effectivement, il y a quelque chose à faire. On ne sait pas encore très bien quoi dans la répartition des compétences entre les départements, qui sont aujourd'hui... Vous savez, c'est un syndicat interdépartemental. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est assez rare en France, mais il y en a quelques-uns. Et entre la compétence de cette institution, donc, qui est en fait interdépartementale, et la métropole du Grand Paris, tout ça ne devient pas très clair. Mais ceci dit, sur le fond, l'idée du développement des barrages réservoirs, on en parle depuis longtemps, hein, parce que il y a des travaux, et pour l'instant c'est essentiellement de l'entretien, c'est pas tellement de l'extension de capacité. Il y a de l'entretien, hein, vous le voyez certainement dans votre département, c'est des choses qui fonctionnent, mais c'est pas tellement des travaux d'extension. Mais moi je me souviens, il y a 10 ans, j'ai quitté à peu près il y a 10 ans, et oui, j'étais conseiller. Ouais. Oui, c'était le dernier. Mais bon, donc c'est vrai, c'est en effet une question. Vous avez raison. Mais bon. Merci. Pascal, pour une deuxième question. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en matière juste de champ de compétences, est-ce que vous estimez qu'en matière de prévention, les compétences sont clairement attribuées entre vos différentes collectivités, ou est-ce que, au contraire, vous constatez certaines difficultés ? Ou même la loi NOTRe, décentralisation, répartition compétences. Oui, pour ce qui me concerne, sur la région Île-de-France, etc., c'est pas clair pour l'instant. Non, c'est pas clair parce qu'en fait, tout ça vient de l'existence du département de la Seine, qui avait pris ses compétences quand personne ne disait ce qu'il fallait faire ou pas. C'est le département de la Seine qui a créé ses premiers barrages réservoirs. Et quand les départements de la Seine a été éclaté, donc quand ça a été éclaté, en fait, c'est devenu un syndicat interdépartemental. Chaque département créé a pris une part de financement et apporte un financement. C'est une forme de participation au syndicat qui est calculée, je ne me souviens plus des critères. Voilà, mais alors que maintenant, clairement, la GEMAPI, c'est évidemment la métropole du Grand Paris, c'est l'intercommunalité des 130 communes. Alors la GEMAPI a amélioré effectivement. Hein, un peu. Pardon. Oui. Lorsque c'est un territoire inondable ou un TRI, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est une rivière qui n'a pas l'habitude de déborder et qu'elle n'a pas l'ingénierie, qu'elle n'a pas les infrastructures pour affronter cela, elle hérite d'un item, donc d'une compétence qu'elle ne sait pas organiser. Donc déjà, c'est un premier problème. Et ensuite, il y a la frontière entre tout ce qui est GEMAPI, hors GEMAPI, qui n'est pas toujours très clair non plus. Donc ça a été une très très grande avancée vraiment sur le plan administratif, mais sur le plan opérationnel, il y a encore des contours à redessiner. Par contre, pour en revenir à ce que disait Madame, au niveau des bassins, je crois qu'il y a deux problématiques. La première problématique, c'est les bassins, pourquoi ? Pour protéger certaines populations, mais on inonde bien d'autres territoires. Ce qui veut dire que forcément, on transfère encore une fois le risque sur quelqu'un d'autre, et ce qui conduit à avoir cette vision globale par bassin, parce que c'est vrai que si on n'a pas cette vision par bassin, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas l'organiser sur le terrain. Et tant qu'il n'y aura pas cette vision globale opérationnelle ou de soutien en opérationnel auprès des épages, de la part des grands bassins, de la part des EPTB, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que les zones inondées sont des zones qui ne sont pas habitées et qui deviennent après des sites avec une biodiversité intéressante, et donc c'est aussi autre chose derrière. C'est organisé avant. Ça c'est parce que c'est déjà fait aujourd'hui. Oui, c'est déjà fait. Oui, ça existe, ce sont des bassins qui existent. Mais en rajouter d'autres, ça veut dire qu'on va prendre soit sur des terres agricoles où il y a de la vie quotidienne, où il y a des habitants, où il y a des... voilà. Donc,
on ne peut pas le faire si on n'a pas cette vision globale du bassin. Mais vous savez, ça ne s'est pas bien passé chez nous non plus. Voilà, À l'époque, c'est plus vieux. c'est beaucoup plus vieux. Mais il y a eu jusqu'à des suicides, des gens qui perdaient leurs terres agricoles. Mais je vais vous donner un exemple précis, et vous allez comprendre la problématique. Le bassin actuellement de la Garonne, qui pourrait être concerné par un bassin d'expansion, c'est quand même 800 habitants aujourd'hui. C'est 800 habitants, avec une digue qui est donc à 11 mètres 50. On va nous demander de la raser, certainement. Donc il va falloir, moi, que je fasse le choix d'inonder 800 habitants. Pensez bien que je ne vais pas faire ce choix de gaieté de cœur. Et si je peux faire autrement, je ferai autrement. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la vision de ce qui peut être fait en amont, parce que je ne connais pas, parce qu'il n'y a pas de vision globale sur l'ensemble de la Garonne. Et tant qu'on n'aura pas cette vision globale en matière d'études, en matière d'ingénierie et en matière financière, on ne pourra rien faire. Et on imposera souvent des solutions qui sont des hérésies. Monsieur Quillet. Oui, il va falloir quand même faire un bilan. Je reviens, au-delà des inondations qui vont se multiplier et des problèmes de sécheresse, je reviens sur la submersion. 10 ans après Cynthia, 50 communes, je crois, 50% des communes littorales n'ont pas de plan de commune de sauvegarde de PCS. 50%. Ce qui veut dire qu'à la prochaine vague, parce qu'il y aura une prochaine vague, on se retrouvera tous, c'est tout à fait normal, au TF1 de 13h, en train de nous dire, mais pas de PCS, 10 ans après Cynthia, pas de protection parce qu'elle n'a pas été mise en place, et les gens habitent là. Qui est responsable? Et là, il y aura du monde pour savoir qui est le responsable. Le premier responsable sera le maire local, qui à 4h du matin n'aura pas pu évacuer la grand-mère qui était au fond du garage, qu'on avait oublié, etc. La vraie difficulté... Si, parce que tout le monde sera parti et elle sera restée. Non, mais je connais. Je vous dis ça parce que j'ai fait un exercice. Ça n'a pas loupé. On avait oublié la grand-mère. On avait oublié. Voilà, tout le monde est parti. La grand-mère était là et elle pouvait pas bouger. La vraie histoire. Je caricature, mais c'est toujours grand-mère, grand-père. Hein, c'est pas un problème de sexisme, mais on les a oubliés. On les oubliera. Je veux dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui restera. La vraie difficulté, c'est que on est passé quand même d'un moment avant Cynthia où on pensait que c'était l'État responsable des digues, la protection, les digues d'État. Ce qui ne veut rien dire, la plupart des digues étaient orphelines. Bon. Et on est passé à une décentralisation du risque en disant PCS des communes et EPCI responsable des papis. Bon. Sauf qu'il y a des trous dans la raquette, hein, parce que derrière, entre l'EPCI qui a des moyens important financier qui a monté son papier, qui l'a fait, qui a de l'ingénierie, qui a vu, qui a été chercher les subventions du département, de la région, il a fait un truc très propre et il y a des endroits où vous pouvez habiter sans risque. Et puis la petite collectivité qui est le PCI de moins de 20 000 habitants avec un budget à tout casser de 10 millions d'euros, il attend toujours ses premiers travaux. Bon. Sans compter que les départements sont encore dans le coup parce qu'ils ont été volontaires pour l'être, que les régions se posent quand même des questions parce que repli par repli, et que l'État dit, j'ai ma pite et qu'un jour je vais réfléchir autrement en 2024-2030. On n'est quand même pas là à une réponse. On aurait dû avoir une réponse d'État et ensuite une décentralisation pour faire une réponse globale. Or là, tous les 50 km, regardez bien où vous habitez. Vous avez une protection? Ah non, je ne vous avais pas. Pourquoi? Je ne suis pas le bon EPCI. Autant en inondation, et c'est tout à fait raison de la part de monsieur le maire de Marmande, les bassins versants sont fondamentaux et au moins on aura des possibilités de grands syndicats, EPAGE, et voire des agences de l'eau qui viendront. En matière de submersion, l'agence de l'eau, elle n'y est pas. Hein. Elle n'y est pas. Débrouillez-vous, hein. Vous êtes là, vous êtes vous. Donc il y a des endroits, 10 ans après, quoi. Et la prochaine vague, on nous dira, vous avez une responsabilité commune, et moi je l'assumerai, et je serai sur un territoire qui n'aura pas tout fait ou pas. Il y a quand même un vrai problème de fond, c'est qu'on est passé d'un risque État à un risque local. Et entre les deux, on n'est pas arrivé à tout coordonner. Alors, ça n'empêche pas que chacun a ses responsabilités. C'est normal que le maire il ait la responsabilité de donner la première alerte, de faire les premiers secours et d'aller chercher grand-père et grand-mère et les autres. Et je reviens sur cette expression, excusez-moi, elle est peut-être un peu choquée, mais j'ai fait un exercice, ça s'est passé comme ça. On avait oublié une personne. Et on connaît ces villages par cœur. Et on est 650 habitants et on avait oublié une personne. Il y a toujours une personne qui reste. Il y en a toujours une qui part dans le mauvais sens, vous ne savez pas pourquoi, elle prend sa voiture, elle va droit vers la mer. Allez savoir pourquoi, c'est toujours le même problème. Ce sera partout pareil. Bon. Donc à la fin, il va bien falloir recoordonner. Mais je crois que ce plan national du risque impressionne nos gouvernants. Je crois qu'il les impressionne parce que quand on cumule l'ensemble, c'est un travail de fond. On est la deuxième façade littorale d'Europe. On est l'un des premiers pays en matière fluviale, en matière de séisme, on a tout ce qu'il faut, et en matière de risque et voilà. Mais c'est pas dans notre culture. La culture n'a pas été changée. Et je sais que les élus font tout ce qu'ils peuvent, mais à la fin. Et puis là, notre génération va arriver. Alors nous, sur le littoral, en plus, on a une culture de personnes qui viennent en résidence secondaire. Alors leur expliquer, bonne année. Hein.
Bon, donc voilà, c'est un vrai problème. La culture du risque n'est pas encore. Là, à mon avis, il y a un échec. Beaucoup de choses ont été mises en place, vous avez raison, la GEMAPI, beaucoup a travaillé, et tout le monde a travaillé dans son ensemble, la volonté de l'État, etc. Mais la culture du risque n'existe toujours pas. Et ça, c'est la véritable définition. Alors, quelle solution apporter ? Juste en complément, peut-être, y a-t-il d'autres questions? Ça sera peut-être la dernière. Dans le questionnaire, effectivement, nous vous avions indiqué un certain nombre d'éléments. Et je veux rebondir là-dessus, puisque c'était ce que j'avais surligné. Donc, un nombre élevé de communes exposées à risques naturels majeurs reste dépourvues, notamment de PPRN. Hein. Et cette situation évolue peu depuis plusieurs années. Quelles sont les principales difficultés liées à l'élaboration de ces plans? Comment accélérer le déploiement si c'est nécessaire? Est-ce utile et nécessaire? Le nombre de PCS, c'est la même chose, 50%, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé. Quels sont les obstacles à l'élaboration de ces PCS? Comment inciter les communes à se doter d'un tel plan et à le mettre à jour régulièrement? Est-ce que là-dessus, vous pourriez nous éclairer? Moi, il me semble, encore une fois, que cette vision transversale de l'ensemble du risque par commune ou par territoire est essentielle. Aujourd'hui, les élus sont tellement, comme on dit, la tête dans le guidon, que tout ce qui correspond au risque est un peu laissé de côté. Et quand tant qu'on n'est pas obligé de le faire, on ne le fait pas. Je vois les études de danger pour les digues qui étaient rendues obligatoires avant la fin 2015. Aucun syndicat sur mon territoire n'avait réalisé les études de danger. Aucun. Ça veut dire qu'on a un vrai problème par rapport à la responsabilité vis-à-vis du risque. Et donc je pense qu'établir un atlas de l'ensemble des risques par territoire et par commune permettrait à chaque fois de pointer les vides et les élus seraient au bout d'un moment contraints de dire finalement, voilà, on va y aller, on va faire ce qu'il faut pour y aller. Alors après, la manière d'y aller, c'est un autre domaine. Mais au moins, il y aurait une prise de conscience de la nécessité de répondre à l'ensemble des problématiques liées au risque. Nicole? Non. Bien, écoutez, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre participation. Elle a été, vous l'avez vu, très dense et active. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à mes collègues surtout de ne pas bouger, si c'est possible, puisqu'on va demander à Vincent d'intervenir tout de suite, juste après que j'ai pu raccompagner nos intervenants.